Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Cogiton avec Stéphane. Écoutez, ce soir, j'ai une petite surprise. J'ai pour vous un invité qu'on avait reçu il y a un an, dans le temps que c'était Carl Brochu qui avait cette chaîne-là. Et Carl m'a relancé il n'y a pas tellement longtemps pour me dire, oui, Jean-Jacques Nantel, qui est un bon ami à Carl, il y a des choses vraiment intéressantes à dire. Ça serait le fun que tu l'invites à Média Infocité pour l'entendre. Alors, c'est ce que j'ai fait, puis il a relevé le défi. Alors, je vous présente ce soir Jean-Jacques Nantel. Je vais le laisser en fait se présenter un peu plus lui-même, là, parce qu'il se connaît mieux lui-même que moi je le connais. Ah ben, je me connais bien parce que j'ai vécu toute ma vie avec moi-même. Bon, écoutez, mon nom c'est Jean-Jacques Nantel, on vient de le dire. Je suis ingénieur de formation, globe-trotter par amusement. J'ai visité une centaine de pays. J'ai passé une quinzaine d'années hors du Québec, dont 11 ans environ à l'extérieur du Canada. Vécu dans l'Ouest, à Toronto. Euh, j'ai visité 4 continents, mais moi seulement que j'ai effleuré l'Océanie, là. Mais j'ai vécu sur les 4 continents. J'ai vécu en Amérique du Sud, j'ai été immigrant au Brésil, j'ai vécu en Amérique du Nord, évidemment. J'ai beaucoup voyagé en Europe. J'ai travaillé en Afrique. Puis en Asie, je suis resté 3 ans en Chine. J'en ai profité pour visiter tous les pays que je n'avais pas vus dans cette région du monde. J'ai également travaillé pour une entreprise de développement international. Puis j'étais en charge de 32 pays. Il me permettait évidemment de continuer les voyages. Quand je suis revenu, ben là, je suis revenu au Québec en 2010 et j'ai commencé à fabriquer des vidéos pour l'indépendance du Québec. Si les gens sont intéressés, ils n'ont qu'à aller sur YouTube dans la série Québec-Canada. Puis Québec-Canada, puis là, vous avez toute la série de mes vidéos. Si vous faites Québec-Canada, Jean-Jacques Nantel, vous devriez tomber dessus. J'ai fait également une série d'une vingtaine de vidéos sur la dépression économique qui s'en vient et dont tout le monde va Oh, souffrir. ça m'intéresse, ça. Ah, ben, vous irez voir ça. Ça s'appelle La crise. Puis là, vous mettez entre parenthèses le numéro. Alors, c'est la première, c'est La crise, en parenthèse 1. Puis là, ça commence, cette crise est inévitable. Puis là, il y en a 20 vidéos. Puis je traite de différents aspects. Puis je pense que c'est... En tout cas, j'ai fait beaucoup de recherches. Moi, les vidéos que je fais, je les appuie toujours quand c'est nécessaire par des bibliographies Internet, de façon à ce que les gens puissent vérifier quand je donne un chiffre étonnant, là, qui peut étonner les gens parce qu'ils ne sont pas au courant. Je leur donne. Alors, j'ai fait, c'est pareil c'est pour tous mes vidéos. Je m'arrange toujours pour être, comme je dis toujours, être intéressant et véridique, parce que c'est ça qui me donne de crédibilité. Alors, j'ai également été candidat à la chefferie du Bloc québécois. On a passé tout près d'être accepté. Il y a eu un imbroglio. Ils n'ont pas voulu, en tout cas, on ne va pas retourner là-dessus, c'est de l'histoire ancienne. Ah, la Alors, politique. essentiellement, c'est ça, c'est de la politique. Là, présentement, je suis en train d'écrire en fait 2 livres, mais un livre de nouvelles que je pense très bonne, mais ça, il faut que je les finisse, il faut que ça soit bien fait. Autrement dit, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie et ce n'est pas fini. Moi, j'évalue que j'ai une trentaine d'années devant moi, alors Mais moi, je vais continuer. j'ai envie de vous demander, vous, là, avec toute votre expérience, votre bagage de vie, la COVID, vous voyez ça comment? Parce que là, on s'en est pas vraiment parlé beaucoup du contenu que vous allez nous présenter ce soir. Mais la COVID, vous voyez ça comment? On s'en était parlé un petit peu ce printemps, et puis on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde, si je me rappelle bien, mais là, je crois que nos positions se rejoignent un peu plus. Mais aujourd'hui, comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez changé un peu ou... Écoutez, le titre de cette vidéo, c'est La COVID a révélé ce qui était caché. Euh, Moi, dès le départ, ça m'a beaucoup agacé tout ça, toute la question de la COVID. Puis je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait de la désinformation. Mais moi, je donne quand même la chance aux coureurs, là. Je veux dire, les gouvernements ne sont pas. En tout cas, il y a des gens honnêtes là-dedans. Il y a beaucoup de gens en passant, beaucoup de politiciens qui sont honnêtes, là. René Lévesque, Pierre-Éliott Trudeau, que je n'aime pas du tout, n'était pas voleur. Je ne crois pas qu'il a volé. Finalement, Euh, vous êtes en train de nous dire qu'ils sont tous morts, là? Oui, ben c'est parce qu'on les a testés. Jean Drapeau n'a rien volé. Jean Drapeau, il avait sa petite maison Mais dans Cité-Jardin, là. Il disait, non, connaissez-vous non, des politiciens honnêtes aujourd'hui qui vivent, là, qui sont honnêtes? Il y en a sûrement. Moi, j'en connais pas, mais je oui, m'intéresse pas. PKP. PKP ne voulait pas voler. OK. Il ne voulait pas voler. Ça, c'est sûr, il était déjà milliardaire.
Il voulait réaliser quelque chose dans sa vie qui était différent de ce que son père avait fait. Il voulait se prouver à lui-même, prouver aux gens, parce qu'il Mais s'est fait dire toute sa vie, toi, tu es un héritier. il Ça, voulait c'est peut-être pas agaçant. voler, il voulait peut-être pas voler, mais diriez-vous qu'il est honnête aujourd'hui si vous regardez la façon dont ces nouvelles sont présentées au peuple pour Ça, j'ai forcer la pas de vaccination? problème. Oui, ça va. En passant, Pelado, il laissait aussi bien les fédéralistes que les indépendantistes parler sur ses médias, hein, pour ne pas être bloqué par le CRTC, mais également, je crois que l'homme est honnête foncièrement, mais ils ont la puissance. Les gens demandent souvent pourquoi est-ce qu'ils font ces choses-là. Ils parlent des gens puissants. Eh bien, la raison est simple. Ils font ça parce qu'ils le peuvent. Tout Hmm. simplement. Ils ont la puissance, ils sont sûrs de leur coup, c'est leur intérêt, etc. Ils font partie d'un groupe, d'un réseau, ils sont influencés par leur milieu. Mais PKP, j'y ai parlé à plusieurs reprises. Jacques Parizeau, impressionnant. C'est l'homme le plus impressionnant que j'ai rencontré personnellement dans ma vie. C'est un vrai. Vous savez, des fois, vous rencontrez des ministres. Je travaille avec des ministres, moi, un peu partout à l'étranger, des ambassadeurs. Puis j'étais souvent surpris par la légèreté. La légèreté de ces gens-là. C'est vraiment des gens de carrière. Ce pas des génies là, comme Parizeau. Parizeau, là, c'est vraiment impressionnant. Là. Puis très, très ouvert. En tout cas, on ne peut pas se perdre dedans. Alors, quand j'ai commencé dans l'affaire de la COVID, j'ai Oui. découvert qu'il y avait une désinformation massive, de plus en plus massive et de plus en plus évidente. Alors, c'était ce que les Américains appellent l'État profond qui agissait. On l'a vu parfaitement à l'action contre Trump, la fameuse affaire contre les Russes. Là, on l'a, on le tient, c'est fini, il va être désavoué, etc. Puis finalement, il n'y avait rien au bout de 4 ans. Bon. Alors, c'était vraiment l'État profond qui voulait se débarrasser d'un homme. Puis c'est devenu, c'est symptomatique de notre époque, ce qui est arrivé avec la COVID. Alors moi, je vais commencer par vous dire, peut-être pour ça qu'on n'était pas d'accord au début, moi, je ne suis pas contre les vaccins. Moi, je suis un globe-trotteur. J'ai fait le tour du monde, je me suis promené en masse sur le pouce, à dos de cheval, n'importe comment. J'étais pour les vaccins parce que j'allais dans des pays dangereux. Les pays tropicaux, c'est dangereux. Bon. Mais je suis pour les vaccins, mais quand ils ont été testés, moi, quand ils me donnaient le vaccin contre le choléra ou le vaccin contre la fièvre jaune, tout de suite, puis j'ai le vaccin contre les maladies des os, tétanos, ça, je le voulais. Mais il faut attendre pour un vaccin, d'habitude, ça prend plusieurs années avant d'être sûr qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave. Bon, alors ça, c'est un des problèmes qu'il y a présentement avec le COVID, c'est que leur Moses de vaccin, ce n'est pas testé. Ils sont tous sortis après que Trump a perdu. C'est toutes des affaires étranges qui sont produites. Puis moi, j'ai beaucoup de soupçons. Alors, j'en fais part aux gens. Alors, par exemple, moi-même, la preuve que j'étais pour les vaccins, c'est que j'ai fait une vidéo justement dans la série La crise dont je vous ai parlé tantôt, qui était en faveur des vaccins et qui parlait des épidémies. Alors, ça s'intitule comme ça, La crise, entre parenthèses 17 ou 15 ou 17, je pense que j'ai fait une erreur, je pense que c'est 15, puis il faudra vérifier. La crise, entre parenthèses 17, les épidémies, beaucoup plus que les guerres, vont nous tuer. Parce que là, ce qui s'en vient devant nous, l'être humain a vécu avec des maladies, avec des bacilles, des bactéries dangereuses et des virus pendant des milliards d'années, nos ancêtres pendant des milliards d'années. Alors, je sais que les épidémies dans l'histoire, moi j'aime beaucoup l'histoire. Je suis un lecteur, je lis des trucs en histoire, en géologie, en fait, c'est ma formation. Et je trouve ça passionnant. Alors, dans l'histoire, les épidémies, c'était le facteur central de toute l'histoire de l'humanité. Pour vous donner un exemple, la Première Guerre mondiale, 14-18, ça a duré 4 ans. Eh bien, à la fin de la guerre 14-18, en 1918, vous avez qu'un paragraphe dans les livres d'histoire. La grippe espagnole a tué autant de gens que la Première Guerre mondiale. Alors, le Kaiser, puis les décisions de Wilson, puis tout ça, sans importance. L'autre a tué autant, c'est juste 3 lignes dans l'histoire. Les épidémies, c'est extrêmement important dans l'histoire de l'humanité. Ça l'a été dans le passé. Ça ne l'a pas été au 20e siècle où on a eu seulement que 2 pandémies, c'est-à-dire la grippe espagnole et le sida. Alors, on a perdu l'habitude de se battre contre ça sans rien. Parce que nous autres, aujourd'hui, on a toutes sortes des vaccins, des antibiotiques. Vous ne rentrez pas la COVID là-dedans parce que là, on est en 2021, j'imagine. En 2021, ce COVID-19 veut dire le COVID de l'année 2019.
Alors, ça n'existait pas en 2000, enfin, on pense que ça n'existait pas en 2018, probablement que ça existait chez les animaux, chez les bisons, enfin, il y a des trucs comme ça. Là, pas ce virus-là, en tout cas. Bon, ça, c'est une bon, autre en tout histoire. cas, le premier symptôme que j'ai noté, premier soupçon que j'ai eu très, très fort, c'était la fameuse histoire de l'hydroxychloroquine et de Ah, l'azithromycine, qui a été présentée. Écoutez, l'hydroxychloroquine, j'ai lu des articles qui disaient que c'était dangereux pour la santé et que 10% des gens allaient mourir. L'hydroxychloroquine, je l'ai pris moi-même, c'est de la quinine contre la malaria. Ça s'appelait Nivaquine, Flavoquine, d'autres noms. L'hydroxychloroquine, c'est le nom moderne, mais c'est la même molécule. Puis quand vous la prenez contre la malaria, je l'ai pris pendant plus d'un an, parce que j'ai traversé l'Afrique sur le pouce pendant plus d'un an. Fait que là, j'avais besoin de me protéger contre la malaria. Puis j'achetais ça au comptoir n'importe où, sans prescription médicale. C'est quelque chose qui a été pris par 2 milliards de personnes pendant 80 ans. Parce que ça a été inventé un peu après pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avant ça, les gens attrapaient la malaria, puis les soldats mouraient. Bon, alors, l'hydroxychloroquine, je savais tout de suite qu'on mentait. Il y a des gens qui mentaient. C'est pas dangereux. 2 milliards de personnes qui l'ont pris, puis c'est très, très connu, c'est très ancien, 80 ans. Tout le monde en Afrique, tout le monde donne ça. En passant, l'Afrique a eu peu de COVID, entre autres parce qu'ils utilisent l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire le flavoquine, l'ivaquine, etc. C'est une vieille molécule qui n'a pas été, qui appartient plus à personne. Il n'y a plus personne qui fait d'argent avec ça. Fait que c'est générique, c'est produit facilement. Bon, quand Didier Raoult, le gars de France, qui a sorti ça, là, j'ai commencé à l'écouter. Puis, comme je vous disais, ah oui, une autre chose, j'ai oublié de dire, l'hydroxychloroquine est utilisée dans des pays qui regroupent 4,7 milliards d'habitants sur la planète. Alors, ce n'est pas vrai que c'est juste Didier Raoult qui est dans son petit coin et qui essaie de faire le fin finaux, de battre tout le monde. Quand on écoute Didier Raoult, c'est clair que le bonhomme est non seulement honnête, c'est un être humain. Il dépasse sa pensée, des fois, il a tendance oui, il y a des choses. Il est un petit peu baveux, imbu de lui-même. C'est ça. Il a déjà dit qu'il était une star. Mais en passant, c'est vrai que c'est une star dans le domaine de l'épidémiologie. Là. Mais il est clair que cet homme-là est sincère, que c'est un grand expert dans son domaine. Ça a été le premier à dire qu'il y avait des variants. Personne ne croyait. Puis moi, je l'ai entendu, il disait que c'était des variants. Il dit, c'est pas un rebond. C'est pas un rebond de la première maladie, c'est un variant. Parce que dans l'hôpital, il travaille, qui est l'IHU de Marseille, IHU, les gens peuvent trouver ça. Allez voir sur YouTube, c'est vraiment impressionnant comme hôpital. C'est le plus avancé de France, un des deux plus avancés. Alors, c'est un très grand hôpital avec des centaines de collaborateurs. Il n'est pas tout seul. Ce n'est pas un gars tout seul dans son coin. Ce n'est pas un tigus qui se promène sur la rue qui veut faire le fin. Aujourd'hui, l'hydroxychloroquine, je veux dire, c'est... Didier Raoult, c'est un des premiers qui en a parlé, mais aujourd'hui, il y a des centaines et des centaines de publications sur l'hydroxychloroquine. C'est ça, entre 160 et 200. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était 170 études qui disaient que ça fonctionnait. Oui, il y a sur genre 213 ou 220 études, là, presque 85% des études fonctionnent. Puis Didier Raoult nous disait, savez-vous quoi, toutes les études où les auteurs ont zéro conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, ce sont des études positives sur l'hydroxychloroquine. Et les études qui sont négatives, c'est des études où les chercheurs ont un conflit d'intérêt quelconque à déclarer avec l'industrie. C'est quand même intéressant. OK, on va dire ça de la façon suivante. Ceux qui sont contre l'hydroxychloroquine ont souvent c'est mieux de dire souvent que tous, parce que souvent, ce que j'ai noté, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont, il y a des gens qui sont honnêtes, qui disent que ça ne marche pas. Mais d'ordinaire, c'est parce qu'ils ne l'ont pas essayé ou ils ne l'ont pas essayé assez longtemps. À un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Ou qui l'ont mal essayé. Ils l'ont essayé trop tard, aux pas bonnes doses, sans hydroxychloroquine, sans azithromycine et sans zinc. Alors, quand tu veux faire échouer un protocole, c'est assez facile avec cette drogue-là parce que le protocole il est strict. Hein? Il faut que tu le donnes dès l'apparition des premiers symptômes. Il faut que tu le donnes à des doses qui sont petites, raisonnables, très petites. Ensuite de ça, il faut que tu lui... en fait, c'est un zinc ionophore. Donc, si tu es en déficit de zinc, l'hydroxychloroquine ne fait pas rentrer le zinc dans les cellules. Alors, ça ne marche pas, donc ça prend du zinc. Et puis, l'azithromycine, pour un paquet de raisons qui pourraient agir comme antivirale,
et aussi parce que paraîtrait-il que ce tabarouette de virus-là, hein, c'est nouveau, pourrait même se multiplier dans des bactéries. Ah oui, en tout Ouais. cas, c'est intéressant comme phénomène. En tout cas, c'est chez les animaux. Ils l'ont trouvé chez la chauve-souris. Enfin, je ne suis pas là-dedans, là, ce n'est pas mon domaine, mais quand j'écoute là-dessus, c'est très intéressant. Le problème avec la COVID, comme avec toutes les épidémies du passé, c'est que ça nous tombe dessus, puis il faut essayer de se protéger pendant l'épidémie. Alors là, évidemment, c'est un gros problème. De nos jours, C'est parce un qu'on gros a la problème, ouais. science, on a la science qui nous permet habituellement de passer Ouais. par-dessus. Ben, tu sais, vous, là, si vous allez vous faire vacciner aujourd'hui pour, je ne sais pas moi, le tétanos ou n'importe quelle maladie, la rougeole, la rubéole, whatever, le médecin, avant de vous injecter, il va vous demander est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous vous sentez bien? Avez-vous des symptômes grippaux? Et si la réponse à ça Les est allergies. oui, les allergies, il ne vous vaccinera pas parce qu'on ne vaccine pas pendant que le système immunitaire est déjà en train de combattre. Et là, en temps de pandémie, ben là, on vaccine des millions et des millions de personnes alors que le virus circule comme c'est pas possible. Et ça, c'est juste ça, ça devrait nous allumer une lumière rouge. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller se faire vacciner à cause de ça. YouTube va me couper la tête si je dis ça. Mais au moins lever le drapeau rouge, là, poser des questions. En passant, le gouvernement fédéral a dit qu'il ne forcerait pas les gens à prendre le vaccin. Un jour, ils vont peut-être le faire. Si vous voulez voyager, vous allez avoir besoin d'un passeport. De toute façon, c'est déjà le cas. Hein. Comme je dis, moi, j'ai pris un paquet de vaccins pour voyager. Maintenant, un dernier soupçon là, qui est en faveur de l'hydroxychloroquine, puis contre tout ce qu'on a entendu dans les médias, qui était complètement négatif contre l'hydroxychloroquine, c'était une affaire dangereuse, c'est que Didier Raoult n'a jamais été poursuivi pour avoir mis ses malades en danger. Il est poursuivi parce qu'il a parlé d'un autre médecin. Mais dire, là, non, il a tué des gens avec son truc d'hydroxychloroquine. C'est pas vrai. Ils n'ont jamais dit qu'il avait triché son protocole. De plus, j'ai lu, moi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé toute une série d'études. Regarde, il y a plein de preuves que ça ne marche pas, l'hydroxychloroquine. Alors, j'ai lu les études en question, même si ce n'est pas mon domaine, c'était très clair qu'il n'avait pas utilisé les bonnes doses. Il donnait ça à des gens qui étaient déjà malades, alors que vous l'avez dit, c'est dans les 4-5 premiers jours qu'il faut donner ça. Autrement dit, pour prouver que c'était faux, il faisait comme si c'était des scientifiques qui ne savaient pas c'était quoi un protocole d'expérience. Alors, ça sent mauvais. Je n'aime pas ça. Je n'ai pas aimé ça du tout. Puis vous allez sûrement nous parler de la fameuse étude de Lancet du 22 mai. C'est ce qui s'en venait. Vous avez raison. C'est une étude qui était dans un grand journal, un des 2 ou 3 plus grands journaux médicaux mondiaux, qui ont publié une étude complètement fabriquée, fausse. Les écrivains eux-mêmes qui ont participé à l'étude, ils ont dit que ce n'était pas bon, qu'il fallait l'acheter. Mais cette étude-là, du Lancet, a permis d'arrêter les expérimentations sur l'hydroxychloroquine. Alors, c'est ce que je veux dire, c'est que ça ne sent pas bon, tout ça. Il y a trop d'affaires qui sont bizarres. Une autre affaire qui est étrange, c'est qu'ils ont commencé la vraie guerre contre l'hydroxychloroquine après que Trump, qui voulait battre à tout prix, a commencé à dire qu'il y avait le remède miracle contre la COVID. Alors là, ils se sont mis à tirer dessus, à dire que c'était une étude d'un produit dangereux, etc. Maintenant, l'inverse. Les médias ont commencé à nous vanter le Redemsivir, qui était censé être un remède contre la COVID miracle. L'Union européenne en a acheté jusqu'à 1 milliard d'euros. Alors que Didier Raoult lui-même, puis d'autres, avaient dit hey, c'est dangereux cette affaire-là. C'est pas seulement bénéfique, c'est nuisible. Et ça, ils l'ont acheté, il faut le préciser, ils l'ont acheté pour 1 milliard d'euros une journée avant que ça sorte mainstream, que le remdesivir était inefficace, qu'il ne faisait rien au niveau de la mortalité, finalement que ça ne servait à rien, cette molécule-là. Une journée, peut-être 2 jours, là, mais dans un time frame très... Alors, tu n'as pas besoin d'être le crayon le plus aiguisé de la boîte pour comprendre que la corruption, elle est partout. Je veux dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marche pas, là. Tu sais, une autre affaire, un autre soupçon, un autre truc que je n'ai pas aimé du tout, c'est qu'en France, notamment, ça s'est produit dans plusieurs pays, les autorités médicales disaient aux médecins de ne pas soigner les gens. Ils disaient aux gens, restez chez vous. Si vous tombez vraiment malade, allez à l'hôpital. Alors que c'est précisément ce qu'on ne fait jamais. Enfin, c'est ce qu'on me dit, que les médecins ne font jamais. Les médecins, si vous vous présentez, vous êtes malade, ils essaient de vous soigner dès le départ pour essayer au moins de diminuer la charge virale. Puis c'est ce qu'en passant, Raoult fait dans son hôpital.
il soigne les gens immédiatement parce qu'il y a d'autres médicaments. Hein. Vous m'avez parlé tantôt le zinc, il y a la vitamine C, la vitamine D. Là, il y en a une que les Chinois ont trouvé qui est Hey, là, juste pour dire, parce que ça va être, cette vidéo-là va être sur YouTube, là. Ni moi, ni Jean-Jacques Nantel sommes pharmaciens, on n'est pas des médecins. Donc, on n'est pas en train de dire que ce sont des médicaments qui sont efficaces et qu'il faut prendre ça. Hein. On rapporte ce qu'on a lu dans les médias et aucunement vous devez prendre ces informations-là comme étant des trucs que vous devez faire pour vous protéger parce que vous savez que la seule façon de se protéger, c'est d'écouter le gouvernement, d'écouter les compagnies qui ont l'argent pour faire les meilleures études. Donc, il ne faut vraiment pas nous écouter. C'est ça, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Mais les Chinois ont sorti le quercétine, qui, d'après eux, peut marcher. Enfin, c'est que ça progresse. On est en pleine pandémie. Alors, les gens essayent toutes sortes de choses. Puis, il y a des choses qui sortent. Mais je n'ai jamais entendu dire que prendre de la vitamine C ou D était mauvais pour la santé. Au contraire, on donne ça aux enfants, etc. J'en prends moi-même. Le zinc, je ne l'ai jamais pris. En tout cas, c'est ce qu'on voit. Vous avez dit tantôt quelque chose d'intéressant au début. Les médecins qui essayaient de s'opposer, ben là, ils se faisaient rentrer dedans. Hein. Alors, il y a un gars qui s'appelle en France Christian Perron, qui était un chef important dans un hôpital. Ils ont fait perdre son poste, un directeur d'hôpital. Ils ont fait perdre son poste parce qu'il était en faveur de l'hydroxychloroquine, pas en faveur de traiter les gens le plus tôt possible. Il y a également Alexandra Hérion-Caude, qui est une généticienne, qui, elle, dit, est très en désaccord avec la façon dont la France, notamment, a traité la pandémie. Alors, il y a vraiment des choses qui ne sentent pas bon. Une autre affaire qui ne sent pas bon, j'aime vraiment pas ça, là, c'est un truc comme ça. Des compagnies pharmaceutiques, pour vendre leur foutu vaccin, ils ont exigé d'être exempts de poursuites s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ben là, c'est quoi cette histoire? Si Ford fabrique une voiture, puis dit au gouvernement, ben moi, si quelqu'un se tue dans ma voiture, je ne suis pas responsable. Mais ça ne date pas du COVID. Hein? Ça date de 2009-2010, ça, ces clauses-là. Dans le fond, effectivement, si jamais que les... En fait, c'est sûr que le vaccin a été fait à la hâte. Il n'y a personne qui peut dire le contraire de ça. Et les compagnies pharmaceutiques, ben, ils n'ont aucun risque à mettre un produit insuffisamment testé sur le marché puisqu'ils n'ont aucune contrepartie à assurer. Si vous tombez malade, que vous le poursuivez, vous allez devoir poursuivre le gouvernement qui a autorisé, la compagnie pharmaceutique et le gouvernement va vous payer avec votre argent, l'argent de la population. Le milliard qu'ils ont donné pour le remdesivir, ils vont le garder, les compagnies pharmaceutiques. Ouais. Et quand il y a un problème, c'est le gouvernement, donc nous. Ouais. Fait que dans tous les cas, on paie. On paie quand c'est pas bon, puis on paie quand c'est dangereux. Ouais. Mais ça, il ne faut pas dire ça parce que là, vous allez réveiller trop de gens. Il y a des gens qui vont commencer, vous dites ça, il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions. On va dire, hein, on vivrait-tu dans un monde différent de celui qu'on nous a vendu? La corruption existerait-elle vraiment? Là, vous êtes en train de dire que la corruption existe. Je fais de l'ironie, là. Je fais de l'ironie. Écoutez, j'ai vécu des pays où il y a de la corruption. Puis moi, j'entends, quand j'ai été dans l'Ouest cet été, là, puis il y a des gens qui me disaient, il paraît qu'il y a beaucoup de corruption au Québec. J'ai dit, ben, d'abord, excusez-moi de vous dire ça, là, mais il faut avoir vécu dans un pays où il y a de la corruption, savoir c'est quoi de la corruption. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma famille, dans mes amis au Québec, qui ont payé la corruption pour avoir un permis de conduire, pour avoir un passeport, pour avoir un visa. Alors qu'en Afrique, au Brésil, où j'ai vécu, c'est continuel. C'est quelque chose d'incroyable. Ici, la corruption est à un autre niveau. Là. C'est ça. Avec $1 million, vous achetez beaucoup, beaucoup de gens. Bon. Et aux États-Unis, il y a plus de... Non, excusez-moi, c'est à Bruxelles, la Commission européenne. Il y a plus de lobbyistes qu'il y a de députés. Ouais. Moi, je n'ai jamais rencontré un ministre qui avait quitté sa fonction de ministre qui n'était pas riche. Bon, ça serait... Écoute, Jean Charest, quand ils ont regardé toutes les salles... Vous ne devriez pas nommer de nom. Ouais, c'est vrai. Hein? C'est pas... En tout cas, ça, fait bien du trouble. Un ancien premier ministre, on va le dire pareil, moi, j'ai plus rien à perdre. Un ancien premier ministre, je pense qu'il y avait comme beaucoup plus d'actifs qu'il y avait gagné de salaire dans toutes ces années. En tout cas, les journaux en avaient parlé. Remarquez qu'il y a également le fait qu'ils sont bien placés pour avoir des informations. Ce n'est pas tout du vol. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il
il y a des trucs en politique qui se font aujourd'hui, puis ça a été filmé en cachette avec un gars qui faisait du lobbying pour les libéraux, là, je me souviens il y a quelques années, un gars qui avait filmé en cachette, puis le gars, il dit aujourd'hui, les politiciens, ils ne mettent plus la main dans les tiroirs caisses du gouvernement, ils ne sont pas fous. Il dit ce qu'ils font quand ils sont au pouvoir, d'abord, tout le monde vient les voir, c'est des lobbyistes, puis il dit, ils donnent toutes sortes de contrats à leurs amis, des contrats, ils donnent des contrats, il n'y a pas d'enveloppe brune, c'est pas vrai, il y a juste le cave de Laval qui a été faire ça, puis s'est fait prendre. Il dit, ils donnent des cadeaux à toutes les... Puis il dit, quand ils ont pris leur retraite, là, ils vont voir les gens qui ont donné des contrats, ils ont dit, bonhomme, la sorcière, elle revient. Puis il dit là, ils reçoivent des postes sur les conseils de direction, 100 000 par année, se présenter 2 fois. Bon, c'est de même que ça se fait. C'est totalement légal, constitutionnel, tout ça, mais c'est complètement immoral. Et il appelle ça en France des portes tournantes. L'ancien ministre devient le vice-président d'une compagnie pharmaceutique, puis ensuite il repasse au comité de vérification des médicaments, il retourne comme ministre, il devient maire. C'est porte tournante. Dans le cas du H1N1, ça avait été démontré de façon publique. Hein? Ils ont fait des reportages télévisés là-dessus où à l'OMS, exactement ça, les gens qui étaient à l'OMS s'échangeaient de place avec les compagnies pharmaceutiques. Oui, alors, c'était... c'est un problème. Puis quand vous êtes puissant, quand vous êtes au pouvoir, là, vous ne donnez pas seulement des contrats, vous placez des gens, vous avez le pouvoir. Puis c'est après que ça paye. Autrement dit, c'est totalement légal, constitutionnel, tout ce que vous voulez, totalement immoral. Dans le cas du vaccin, il y a un vaccin qui est sorti, je ne me souviens jamais du nom, là, mais c'est un vaccin ARN. Eh bien, ce n'est pas un vaccin, ça. C'est une thérapie qui s'apparente à une thérapie génique qui joue dans les gènes. L'ARN, c'est ce qui transporte le message vers l'ADN. Ça n'a jamais été expérimenté sur l'être humain. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. D'habitude, il faut passer des années pour s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et le professeur Montagnier, qui a reçu le prix Nobel pour avoir découvert le virus du sida, il a dit, là, c'est parce que ça envoie des messages à l'ADN. Il dit, par exemple, il n'y a pas de preuve, il ne l'affirme pas, mais il dit, ça pourrait déclencher des cancers. Fait que là, à un moment donné, c'est Montagnier. Il est âgé, mais c'est un gars qui s'y connaît. Alors, Montagnier dit, moi, j'aime pas beaucoup. Non, il est vieux, il a 90 ans, mais le point n'est pas là. Ça demeure, il n'est pas caga, là. J'ai vu son. Non, mais c'est parce qu'il serait facile à discréditer Montagnier si on voulait l'attaquer. Ils l'ont fait. Puis, c'est ça. Mais tu sais. Mais c'est un gars qui travaillait au niveau des. Il a découvert le virus du sida, etc. Mais ça marque un point, là. Ce n'est pas un vaccin. Il ne faut pas appeler ça un vaccin. C'est même pas une thérapie génique, mais c'est quelque chose qui joue dans les gènes, là, au niveau des gènes. Un vaccin, en fait, ça, c'est théorique, ça. C'est théorique. Parce que l'ARN messager, l'ADN est dans le noyau, puis l'ARN messager rentre, elle va dans le cytoplasme. L'ARN messager ne rentre pas dans le noyau. C'est une porte à sens unique. Donc, si on reçoit l'ARN messager via le polyéthylène glycol, qui est l'espèce de nanosphère de lipides qui permet de fusionner avec la membrane de notre cellule, l'ARN va être relâché à l'intérieur du cytoplasme et immédiatement, les ribosomes embarquent là-dessus puis fabriquent des protéines à qui mieux mieux. Le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a pas une compagnie. Les compagnies le savent, mais nous, on ne le sait pas, ça n'a pas été publié. On ne sait pas combien de temps dure l'ARN messager. Donc, pendant combien de temps l'ARN va être viable pour produire des protéines? On va-tu produire ça pendant une semaine, pendant 2 semaines? À quelle quantité? On va-tu en avoir beaucoup? Et à un moment donné, parce que ces protéines-là, là, c'est toutes des petites billes, puis ces petites billes-là, pour avoir une fonction biologique, doivent se replier correctement. Donc, s'il y en a trop, puis là, il y a des protéines qui assistent à ce repliement-là. Si tu en as trop, tu peux avoir des problèmes de repliement. Alors, si tu as une protéine qui est supposée de mimer un virus, qui est mal replié, parce qu'il y en a trop, alors est-ce que tu pourrais mimer à la place une protéine humaine et créer une maladie auto-immune? Alors ça, ils n'ont pas répondu à ça. Dans tout ce que vous avez dit, là, une grande partie, j'ai compris à peu près, là, mais je ne suis vraiment pas là-dedans. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que vous avez dit « on ne sait pas ». C'est précisément ça le point. Comme ça n'a jamais été expérimenté sur l'être humain, on ne sait pas ce que ça peut donner. En tout cas, j'aime pas ça. Vous savez, si c'était un remède, l'ARN messager, là,
le remède au ARN messager, si c'était pour soigner la peste bubonique, qui a tué 30% minimum de la population européenne en 1348-1349, certains disent 50%, 90% dans certaines régions, comme je crois que c'est le Palatinat en Allemagne, moi, je courrais pour aller chercher le vaccin à ARN messager. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça à quoi on fait face. Puis tantôt, je vais en parler parce que il y a des. C'est ce dont je vais parler maintenant. J'aime pas ça, l'ARN messager, ça en partant. Moi, un vaccin, un vaccin, ça élimine pas la maladie. Ça donne la maladie au malade, mais une maladie affaiblie. Ce qui fait que le système immunitaire lui-même apprend à se défendre contre la maladie affaiblie, puis ensuite peut affronter la vraie maladie, la maladie forte. Moi, ce qui me dérange avec ça, là, ce qui me dérange avec ce vaccin-là, c'est que l'ARN messager que tu vas recevoir de cette nanosphère de lipides-là, qui va relâcher l'ARN dans ton cytoplasme, cet ARN-là a été manipulé en laboratoire. OK, oui, la séquence, elle est bien, bien bonne, mais ils ont ajouté des trucs pour stabiliser ça, pour que ça reste longtemps dans le cytoplasme, et ils ont changé des U par des U artificiels pour stabiliser l'ARN messager. Et ça aussi, ça ne fonctionne pas. Alors, quand on a des décrypteurs ou des gens comme ça qui nous disent que dans le fond, le vaccin ARN, c'est la même chose qu'un virus, c'est juste la méthode de délivrance de l'ARN qui est différente, ce n'est pas vrai. Ce qu'on met dans le vaccin n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le virus. C'est deux choses qui sont différentes et qui ne sont pas comparables. Alors ça, il faut que les gens le savent, là. Montagnier, qui est encore avec des équipes, qui est encore en contact avec des équipes de chercheurs, lui, il est positif. Il dit que c'est un virus qui a été fabriqué. Il y a une séquence beaucoup trop longue d'ADN qui appartient au sida. Alors, lui, il dit, il n'y a pas de doute, c'est son opinion. Mais en tout cas, c'est troublant. C'est toutes des choses troublantes que je n'ai pas aimées. Vous savez, une autre affaire que je n'ai pas aimée, c'est tous les dénigrements qu'il y a eu sur la Suède. La Suède qui n'a pas confiné, qui n'a pas arrêté son économie, qui s'est fiée sur la population pour dire à la population, respectez une distance, etc. Puis il dit, ah non, la Suède, c'est une catastrophe, c'est pas vrai. Bon, c'est pas vrai que c'est une catastrophe, c'est faux, c'est un mensonge. Puis ça, c'est toutes des soupçons, toutes des choses que j'aime pas. Alors, pour vous donner les chiffres, la Suède, à 10,2, on parle du 22 mars 2021. Là. OK, c'est récent. Bon, c'est récent. La Suède a 10,2 millions d'habitants, le Québec a 8,5 millions d'habitants. La Suède a eu 13 262 morts et le Québec 10 618. Autrement dit, c'est comparable. La Suède, c'est à peu près de l'ordre de 85 %. Les Suédois, autrement dit, sont 15 % de morts de plus que le Québec, qui a fait le confinement, qui nous embête, qui nous empêche de changer de région. Bon. Ils ont fait tout ça, les Suédois, sans détruire leur économie. Est-ce que vous avez vérifié le PIB de la Suède s'il était en diminution ou en augmentation versus le PIB du Québec? Vous voulez parler pendant la pandémie, évidemment. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas vérifié. La Suède est quand même un pays qui a un meilleur PIB par habitant que le Québec. Le Québec, j'en profite pour le dire, le Québec est la province la plus pauvre du Canada. On a 4 000 $, c'est au niveau du revenu disponible par habitant. Vous, tous les Québécois, immigrants, anglophones, tout le monde compris, en moyenne, on a 4 000 $ de moins dans nos poches chaque année que tout le reste du Canada en moyenne. Bon, alors, on est la province la plus pauvre du Canada, alors qu'on possède le seul territoire essentiel de tout le Canada, la seule voie d'entrée de sens est-ouest de tout le continent nord-américain qui est navigable, qui sera la plus grande mer intérieure du monde, qui s'appelle les Grands Lacs, qui dessert le continent le plus riche du monde. La vallée du Saint-Laurent, c'est un territoire stratégique qui devrait nous rapporter des fortunes. Elle ne nous les rapporte pas parce qu'elle a été volée, V-O-L-E, en 1760 par une invasion militaire. Puis tous les profits vont au Canada anglais, qui traverse notre territoire gratuitement, ce qui ne se fait nulle part dans le monde. Vous habitez les infrastructures, vous abîmez les infrastructures, vous les payez. Vous payez votre part. C'est des droits de passage. Tout le monde fait ça. Canal de Suez, canal de Panama, canal de Corinthe en Grèce, etc.
Alors, le Québec a un plus petit PIB que la Suède. J'ai fini mon aparté. Mais la Suède n'a pas confiné, c'est fié à sa population. Je vais faire un autre aparté. Des vérificateurs de vérificateurs de vérificateurs de vérificateurs, on n'a pas besoin de ça. Les gens sont responsables. Vous pouvez demander au professeur d'école, tu es responsable de ta classe. On va checker ton résultat à la fin de l'année, puis si tu n'es vraiment pas bon, c'est toi qui n'es pas bon. Vous n'avez pas besoin d'un inspecteur qui va être vérifié par un inspecteur d'inspecteur. C'est des structures qui coûtent extrêmement cher. C'est complètement bête. C'est précisément ce que la Suède et la Suède ne fait pas, notamment le Danemark. En tout cas, c'était juste un autre aparté, parce que c'est important pour les Québécois sachent. Concernant la Suède, là, moi, dans le temps, ce printemps, là, je comparais beaucoup la Suède avec ses pays voisins comme la Finlande, le Danemark. Il y en a un autre que j'ai oublié. La Norvège. La Norvège. Est-ce que vous avez comparé les statistiques de ces trois pays-là? Je les ai regardés sur un bout de temps, là, mais effectivement, la Suède est dans un état pire, mais la Suède est quand même un pôle. La Suède a 10,2 millions d'habitants, je viens de le dire, là, c'est quoi? C'est 10,2 millions d'habitants. La Norvège, c'est de l'ordre de 5 millions. Le Danemark, c'est 5 millions. Comment ça s'appelle? La Finlande, c'est 6-7 millions, à peu près comme le Québec. Ce n'est pas les mêmes contextes. La Suède est un pays central en Scandinavie. Les gens se rendent là, c'est plus riche. Non, la Norvège est plus riche, mais la Suède est très développée. Ils ont beaucoup d'emplois. Alors, mais effectivement, cet argument-là est tout à fait valable. Hein. Moi, ça ne me dérange pas d'avoir tort si j'ai tort, mais dans le cas de la Suède, c'est vrai qu'elle a un pire bilan que ses voisins, mais elle a un bilan tout à fait comparable à beaucoup d'autres pays. Et autrement dit, ils ont fait ça sans faire de confinement. D'autres chiffres que j'aimerais donner sur la COVID, parce qu'ils ont fait un monstre avec ça. On va tous mourir, c'est terrible, il faut rester caché. Bon, c'est toutes des choses, comme je vous dis, ça m'agace au plus haut point. L'accumulation, surtout, m'agace. Au 2 mars 2021, ça fait pas longtemps, là, on parle d'il y a 2 semaines, il y avait eu 2,65, ça c'est des chiffres officiels, 2,65 millions de morts sur la planète pour une population de 7,8 milliards, quelque chose comme ça. Là. Causé par la COVID. Non, la population totale de la planète est d'à peu près 7,8 milliards, près de 8 milliards. Bon. Puis il y a eu 2,65 millions de morts après plus d'un an. Ça fait plus d'un an là, que ça causé dure. par la COVID, ouais. Bon. Alors ça veut dire qu'il y a seulement que 99,97% de la population qui a survécu. Il y a seulement que 0,03% qui sont morts. Ils ont reviré le monde à l'envers pour ça. Ils nous ont embêtés. Moi, je me suis fait revirer à Saint-Michel-des-Saints, à 5 km de ma destination, retourne à Montréal, puis ils donnent des amendes de 1 600 $ pour ça. Et pire, en passant, à ce rythme-là, 0,03% de gens qui meurent, ça va prendre 3000 ans pour tuer tous les gens qui vivent sur la planète. Il y a quelque chose qui me dit qu'ils vont mourir avant ça. Hein. Ah oui, quoi donc? Les gens qui vivent sur la planète présentement. Alors, ça prendrait 3000 ans pour les tuer. Mais j'ai l'impression qu'ils vont mourir avant ça. Alors, c'est exagéré, c'est complètement aberrant. C'est pas la peste noire, la peste bubonique. Mais là, si on regarde, puis moi, c'est une de mes... Le dernier chiffre avant que je quitte, 50% des morts, ça aussi c'est un chiffre officiel, ont plus que 80 ans. 84 ans, en fait. Ouais. Alors, plus que 84 ans, ben écoutez, j'ai eu des parents, ils sont morts, mes grands-parents. Mon père est mort à 78 ans, ma mère à 80, ma grand-mère à 88. Quand on a 85 ans, la vie est finie. La raison pour laquelle 50% des gens meurent qui ont 85 ans, c'est pas parce que ça nous fait plaisir, c'est parce qu'ils sont en train de mourir. C'est la vie, oui. L'espérance de vie des Québécois, c'est combien? Pour les hommes, ben là, ça a varié depuis que j'ai regardé, là, mais c'est 81 ans pour les hommes, si je me souviens bien, puis 83 pour les femmes. C'est dans ces eaux-là. C'est dans ces eaux-là. Je pense que c'est 81 pour les hommes, puis genre 85 pour les femmes. Mais la moyenne. Si haut que ça, les femmes? Ouais. Mais la moyenne, la moyenne globale là, de tout ça, c'est 83. Bon, c'est correct. 83. Puis la moyenne globale des morts au Québec, COVID, c'est 83. Ah, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai lu que plus que 84. Moi, on fait ça les mêmes chiffres.
C'est à Ça peu près dépend les comment mêmes ils choses. sont. Ça veut dire que, puis là, Didier Raoult, moi je l'avais pourfendu là-dessus, mais il avait raison, c'est que ça ne changera pas la moyenne d'âge ça ne changera pas grand-chose. Donc les gens qui meurent seraient morts de toute façon de d'autres choses. Donc on leur a peut-être amputé quelques mois de leur vie en moyenne, mais pas C'est tant que ça. ça. Moi, ce qui m'inquiète plus avec le COVID, plus là, puis c'est depuis le début, puis on n'en parle pas beaucoup, c'est les gens qui attrapent ce COVID-là pour une certaine proportion, ça varie, qui restent avec des séquelles vraiment, vraiment difficiles à vivre, puis que la médecine ne sait pas quoi faire avec ces gens-là, donc ils se barouettent entre eux, puis ils disent, ah, t'es folle, tu sais, ça peut pas être le COVID qui fait ça, va-t'en chez vous, t'es anxieuse, tu sais, ou t'es anxieux. Alors C'est ça. moi, ça me dérange. Ça existe vraiment, ces gens-là, et c'est beaucoup. Écoute, il y a un groupe de COVID séquelles là, sur Facebook, il y a 10 000 membres là-dessus. C'est pas des farces, là. Puis c'est des gens là, qui s'entraident, qui s'échangent des dossiers médicaux. Ça m'inquiète. Ça me dérange pas mal. Écoutez, là, je pense qu'on. Dernière chose que je voulais dire, les bébés et les jeunes ne sont pas touchés pratiquement. Il n'y a presque pas de mort là-dedans. Les Il gens y a vont nous zéro, hein. parler Non, pas. du gars de 18 ans qui est Non, mort. non, 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 Peut-être non. qu'il y avait une comorbidité. Bon. Écoutez, si les jeunes ont survécu si facilement au COVID, ce n'était pas le cas dans le cas de la peste bubonique. Il avait tendance à dire, ben ça, c'était pas calculé. Il n'y avait pas de science à l'époque. Les gens avaient tendance à dire que c'était surtout les jeunes qui mouraient. Ce qui arrivait, c'est que les jeunes se déplaçaient, puis il allait dans plus de milieux où il y avait la peste bubonique. Puis en plus, il vivait dans des conditions horribles. Alors, les rues n'étaient pas nettoyées, les gens jetaient leur merde dans la rue, les gens marchaient Mhm. dedans. Enfin, Ah ouais, ouais, ouais. c'était quelque chose d'horrible. Alors, les jeunes qui se déplaçaient plus. Tandis qu'avec le COVID, les bébés, les jeunes ne sont pas touchés parce qu'ils ont Non. un très bon système immunitaire. Un bébé, quand ça naît, ça liche tout. Ouais. Il se promène sur le tapis, puis il lèche le plancher, puis il lèche les objets. Soit qu'ils ont un bon système immunitaire ou qu'ils n'ont pas les mêmes récepteurs ACE2 exprimés à la surface de leurs cellules, ce qui fait que le virus ne s'accroche pas. OK, il y a quelque chose. Ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Mais effectivement, ils n'en ont pas vraiment là, à partir de 2, 3, 2, mettons 2 et 4 ans et moins, là, ils n'en ont pratiquement pas de charge virale. Presque pas. Donc, ça pourrait être expliqué par ça. Oui, mais le fait que, moi, c'est sûr que ça peut être expliqué par ça, mais le fait que les bébés, là, je ne sais pas si vous avez déjà vu un bébé avec un chien, mais ils se donnent des French. J'ai vu ça, des bébés qui se donnent des French avec le chien promène sa langue, puis le bébé. Oui, ben bon, oui. Ils vont chercher dans les amygdales le restant de nourriture qui n'a pas été avalé, là, les chiens ils se nourrissent de ça, c'est connu. C'est extrêmement sale. Puis les enfants, comme ils ne se protègent pas, ils marchent au niveau des pieds, en plus, ils sont à quatre pattes. On les voit, là, qui prennent un objet, se mettent ça dans la bouche, il faut les empêcher. Ben, Didier Raoult, au mois de mai, nous avait dit, il avait présenté une étude d'une autre équipe de chercheurs où il avait dit que les enfants n'étaient pas atteints de la COVID parce qu'ils avaient une immunité cellulaire. Pas une immunité par anticorps cellulaire. Donc, au lieu d'être des protéines, les anticorps, c'est des protéines qui protègent, qui vont englober le virus pour le neutraliser. Donc, c'est des macrophages, des cellules, des lymphocytes T qui vont attaquer les cellules qui sont infectées. Puis lui, ce qu'il disait, il dit que les enfants ont une immunité croisée avec les coronavirus, même certains coronavirus d'animaux. Ce qui fait que lorsque tu rencontres le SARS-CoV-2, les macrophages vont reconnaître une des protéines du virus, puis tuer les cellules qui ont été infectées par ce virus-là. Donc, c'est comme ça que la science explique pourquoi les enfants sont pratiquement pas malades. Oui. L'immunité cellulaire. Une dernière chose que j'aimerais dire, là, c'est par rapport à ce qui s'est passé au Québec. Moi, j'ai vu une vidéo où Legault et Arruda disaient que pour ramasser au début de la pandémie, le Québec était très, très, très au-dessus des autres provinces pour le nombre de morts, le nombre de cas, etc. Puis Arruda puis Legault disaient dans cette vidéo-là, que j'ai en quelque part, là, que c'était par précaution, par précaution qu'ils avaient mis tous ceux qui étaient peut-être en contact avec le virus, qui étaient morts, ils mettaient dans le COVID-19. Ben, je suis désolé, mais le principe de précaution, ce n'est pas de mettre plus de morts qui n'existent pas. Le principe de précaution, c'est de faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait le moins de morts possible. Ça n'a rien à voir avec les statistiques. On s'en contrefout des statistiques. Alors, ce n'est pas la bonne notion de principe de précaution. Ben, d'accord. C'est ça que je voulais vous dire. Écoutez,
Dans tous les cas, moi, j'aimerais qu'on puisse continuer cette vidéo, là, mais on pourrait en faire également une autre parce que j'ai encore des choses à dire sur les conséquences de tout ce qui a été fait par rapport contre la COVID-19. Alors, si vous voulez, bon, on fera une autre vidéo là-dessus. Une genre de partie 2. Partie 2, si vous voulez, comme vous voudrez. Parfait, ça me va me très fera bien. plaisir de le C'est faire. toujours intéressant de jaser avec vous, puis j'espère que les auditeurs vont avoir apprécié la vidéo. Écoutez, c'est toujours le fun de jaser avec quelqu'un qui a du bagou, puis qui est cultivé, puis qui peut nous en apprendre toujours. Alors moi, j'ai bien aimé ça. Si vous avez aimé, vous aussi, ben, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Laissez un petit commentaire, ça aide les algorithmes. Aussi un petit pouce bleu, puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Parlez-en, par petit pouce bleu, ouais, puis parlez-en à vos amis. La prochaine partie devrait être, je sais pas, en tout cas, peut-être dans quelques jours, le temps de la faire, puis de la monter, puis tout ça. Alors, ben, sur ça, ben, bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Nantel.